Qu'est-ce que notre visage exprime? Nos mimiques révèlent-elles nos vrais sentiments? Les muscles faciaux peuvent produire des milliers d'expressions différentes. Le psychologue américain Paul Ekman a décrypté le code des émotions jusque dans les moindres détails. Je laisse ma femme et mes enfants croire que je ne sais pas détecter leurs mensonges pour qu'ils se sentent à l'aise. Mais en fait, je sais très bien quand ils mentent. J'essaie alors de comprendre pourquoi ils éprouvent le besoin de me mentir et de voir ce que je peux faire pour qu'à l'avenir, ils n'en ressentent plus la nécessité. Il y a quelques années, j'attendais les résultats d'une biopsie pour savoir si j'avais un cancer grave. Ma femme m'a trouvé bizarre et m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien, que je m'étais juste levé du pied gauche ce matin-là. C'était un gros mensonge, mais ça me semblait justifié. Certaines situations peuvent justifier un mensonge. Pour ces cas, je me suis fixé une règle très simple. Je me mets à la place de l'autre et j'imagine sa réaction s'il découvrait mon mensonge. Comprendrait-il ou aurait-il l'impression que je me suis moqué de lui? Le plus difficile, c'est de se mettre vraiment à la place de l'autre pour envisager le mensonge de son point de vue à lui. Paul Ekman étudie les expressions du visage depuis plus de 40 ans. Au départ, il cherchait à vérifier l'hypothèse de Darwin selon laquelle ces expressions sont universelles. De ses observations menées en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il a tiré une liste de 7 émotions de base qui sont partout les mêmes. La colère, le dégoût, la peur, le mépris, la tristesse, la surprise et la joie. Paul Ekman a demandé à cet homme d'imaginer différentes situations. La mort d'un enfant. Tout le monde reconnaît cette expression. C'est la colère. Ça peut paraître incroyable, mais en 1972, on n'avait aucun outil pour mesurer les expressions du visage. Beaucoup de chercheurs avaient essayé d'en concevoir un sans succès. On a mis 8 ans à élaborer le système de codage des actions faciales. On a publié nos résultats en 1978. Ce code est la référence ultime. Personne n'a réussi à faire mieux. C'est un dictionnaire de toutes les expressions du visage décomposées en mouvements musculaires. Paul Ekman s'entraîne à bouger séparément chacun de ses 43 muscles faciaux pour former toutes les mimiques possibles et imaginables. Ma mère me disait souvent « Arrête de faire des grimaces, si le vent tourne, tu vas rester comme ça ». Malheureusement, elle n'a pas vécu assez longtemps pour voir que j'ai fait fortune avec mes grimaces. Le dictionnaire de Paul Ekman contient 10 000 mimiques. Pour chacune, il donne les groupes d'action des muscles impliqués. Sur ces 10 000 expressions, 3 000 sont porteuses de sens. Les autres sont de simples grimaces qui ne veulent rien dire. Je vais vous montrer les enseignements concrets du système de codage des actions faciales. Si je bouge le muscle 15, les coins de lèvres s'abaissent. Si je bouge le muscle 17, c'est la même chose. Pareil avec le muscle 10. Si je bouge le 10 et le 17, les coins de lèvres s'abaissent. Pareil avec le 15 et le 17. Mais est-ce que toutes ces expressions signifient la même chose? Non. Les coins de lèvres qui s'abaissent ne sont pas un élément suffisant pour identifier une émotion. Mon système permet d'analyser précisément chaque expression, chaque mouvement combiné de plusieurs muscles. C'est en cela qu'il constitue une énorme avancée.
into each of its elements, and that's the FACS score. À San Francisco, le comédien allemand Rainer Strecker attend l'heure de son rendez-vous avec le maître des mimiques. Paul Ekman a accepté de l'initier à sa méthode. Il mène une vie retirée dans un appartement qui surplombe le Golden Gate Bridge. Tous ceux qui rencontrent Ekman ont l'impression qu'il lit en eux comme dans un livre ouvert. Le psychologue ne fait pourtant qu'observer les mouvements des muscles faciaux. Un visage peut produire 10 000 mimiques différentes, mais vous n'en voyez réellement qu'une infime partie. Je n'y arrive pas du côté gauche, que du côté droit. Utilisez le miroir. Faites comme ça. Et puis relevez les coins. Levez les sourcils et rapprochez-les. Écarquillez les yeux. Rapprochez vos sourcils. Encore un peu. Gardez les yeux ouverts. Rapprochez-les plus. Les yeux écarquillés. Gardez cette tension. Excellent. Recommencez en ouvrant grand les yeux. Rapprochez vos sourcils. Encore. Excellent. L'élément le plus important pour exprimer des émotions, ce n'est pas l'extérieur des sourcils, mais l'intérieur. Encore un peu. Encore. Ça suffit. Même moi, ça me fait mal. Le problème est que quand on prend une certaine expression, cela agit sur notre physiologie. Ce qui se passe est dans notre cerveau. Une mimique pour sentir un sentiment très désagréable. Comme je n'ai pas à me sentir angoissé, je ne vais pas le faire pour vous. Incroyable. La mimique induit le sentiment. Les comédiens le savent bien et s'en servent pour préparer leur rôle. Mais l'inverse est aussi vrai. Quand on se rappelle certains moments émouvants, le visage prend automatiquement l'expression correspondante. Paul Ekman a entraîné les comédiens de la série Lie to Me. Déchiffrer les visages est à la mode. Cadres d'entreprise, commerciaux, médecins, avocats ou juges rêvent de connaître le code des émotions. Mais on est loin d'avoir percé tous les mystères du visage. Rainer Döhle est autiste. Pour lui, les visages sont un grimoire obscur qu'il ne sait pas déchiffrer. Il est incapable de communication non verbale. Rainer a du mal à vivre en société. Il peine à reconnaître ses amis dans la rue. Il ne sait pas ce que les autres ressentent et se sent seul. Je n'ai pas de gros problèmes sensoriels avec les foules, mais je me sens en terre étrangère. J'ai l'impression d'avoir atterri sur la mauvaise planète. J'ai du mal à savoir ce que les autres attendent de moi et comment ils fonctionnent.
Je ne sais pas trop m'y prendre avec les gens. Reiner est interprète. Sans avoir le syndrome savant de certains autistes surdoués, il a un QI de 135, très supérieur à la normale, et une mémoire phénoménale. Il a le goût des faits plus que des gens. Ce sont pour lui des points de repère tangibles sur cette planète étrangère. Reiner connaît les 10 000 rues de Berlin, leur emplacement et l'origine de leur nom. Au cours de ses promenades, sa mémoire enregistre toutes les plaques de rue. Une fois que je sais où je suis, je m'oriente tout de suite, même dans une ville inconnue, parce que j'ai la carte en tête. J'ai un GPS dans le cerveau. Dans un studio de l'Université de Berlin, la comédienne allemande Muriel Baumeister tourne dans un film conçu pour aider les autistes comme Reiner à décrypter les visages. La psychologue Isabelle Jobeck a demandé à 77 comédiens d'interpréter 13 sentiments complexes différents, comme on en rencontre au quotidien. Quelle tête faisons-nous quand nous sommes émus, frustrés, jaloux ou pleins d'espoir? Pour aider les autistes, les comédiens forcent le trait. Quand on dit que les autistes ont du mal à reconnaître les visages, cela veut dire deux choses. D'une part, ils ont du mal à identifier autrui. Dans le cas de Reiner, ça peut aller jusqu'à ne pas reconnaître sa propre mère. D'autre part, ils ne savent pas déchiffrer les émotions subtiles qu'exprime un visage, comme la peur, le désespoir ou l'ennui. C'est difficile pour eux. Quel sentiment éprouve-t-on quand un ami a gagné au loto? De la joie? De l'envie? De la colère de ne pas avoir touché soi-même le gros lot? Pour Reiner, l'exercice est ardu. Paul Kelly est tout l'inverse d'un autiste. Il est ce que les Américains appellent un magicien de la vérité. Sa capacité exceptionnelle à cerner les sentiments d'autrui et à déceler leurs mensonges est très appréciée de la police et des services secrets. Au Vietnam, il a développé son sens du danger. À son retour aux États-Unis, il a été recruté comme garde du corps à la Maison-Blanche. Il y a eu un incident lors de la visite de Deng Xiaoping en 1979. Dans la foule, un homme sortait du lot, et j'ai tout de suite vu, rien qu'à sa mine, qu'il n'avait pas des intentions amicales. Il a émergé de la foule et a glissé la main dans son manteau, et ça n'était manifestement pas pour demander un autographe. J'ai tout de suite pensé à un revolver. Je suis formé à cela. Alors, je me suis interposé entre lui et Deng Xiaoping, et en fin de compte, je lui ai envoyé un coup de poing au visage. Oui, rien qu'à sa tête, on voyait qu'il avait des intentions violentes. L'homme s'est révélé être un patriote américain fanatique pour qui la Chine représentait la menace communiste. Il voulait asperger Deng Xiaoping de peinture. Paul Ekman a étudié 15 000 personnes. Seule une cinquantaine avait le même don que Paul Kelly. Mais que voient ces surdoués que les autres ne voient pas? Dans les opérations de protection, quelle que soit la personne protégée, on cherche l'individu qui détonne dans la foule. On cherche celui qui a un comportement différent. Paul Kelly parle couramment chinois et a accompagné de nombreux dirigeants américains en Asie.
Son sixième sens marche dans tous les pays du monde, sans jamais lui faire défaut. Aujourd'hui, Paul Kelly enseigne la méthode Ekman à des policiers. Sa force est de voir ce que les autres tentent de dissimuler. Quand ils se mettent à rire à un moment inopportun, les Chinois se cachent la bouche. La politesse leur dicte de dissimuler leur hilarité. Tout le monde cache ses sentiments. Bien souvent, seuls des virtuoses comme Paul Kelly s'en rendent compte. Kelly est un surdoué, même s'il refuse de nous dire son QI. C'est Paul Ekman qui l'a aidé à comprendre ce qu'il voyait et que les autres ne voyaient pas. Mais le langage du visage est-il vraiment universel? Tout le monde comprend-il les 1001 façons de sourire d'un Asiatique? L'homme naît-il avec une connaissance innée de l'alphabet des émotions? Birgit Röttger-Rössler est une ethnologue spécialiste de l'Asie. Comment perçoit-elle la réaction des Japonais? Quand on interroge des gens devant les ruines de leur maison, qui ont perdu des proches et restent sous la menace d'une centrale atomique qu'on ne contrôle plus, on s'attend à une forte réaction émotionnelle de leur part. On s'attend à ce qu'ils pleurent, qu'ils crient, qu'ils perdent contenance ou qu'ils n'arrivent plus à parler. Or, les Japonais parlent calmement, parfois même avec un sourire, de leur maison détruite ou de leurs enfants morts. C'est très difficile à comprendre pour nous. Birgit Röttger-Rössler étudie le langage des émotions chez les peuples asiatiques depuis des décennies. Pour elle, seules quelques expressions sont innées. Elles correspondent à des émotions vitales comme la peur, le dégoût, la curiosité, le plaisir ou le stress. Mais tout le reste s'apprend. La riche palette des émotions varie d'une culture à l'autre. Birgit Röttger-Rössler a étudié la multitude des sourires asiatiques. Ils sont loin d'exprimer tous la joie. Le sourire peut masquer une colère rentrée, par exemple. Les Occidentaux et au premier chef les hommes d'affaires en sont souvent dupes. Alors, à quoi reconnaître la joie? À des yeux rieurs. Le muscle orbiculaire sourit en même temps que la bouche. Le sourire authentique est l'une des rares expressions qu'on ne peut pas réprimer. Les disciples de Paul Ekman poursuivent ses recherches, entamées il y a 40 ans, dans les régions les plus reculées du monde. Chez les Minangkabau, une peuplade d'Indonésie, la honte est un sentiment bienséant, notamment quand on reçoit un cadeau. C'est un signe de modestie et de respect. Chez nous, elle correspond surtout à l'aveu d'une faute ou d'un échec. Un enfant Minangkabau qui ne montre pas de honte est humilié et raillé par les adultes jusqu'à ce qu'il fasse profil bas. Quand la honte est une vertu, cela signifie que l'individu s'adapte à la communauté, qu'il se soumette à ses règles et à ses structures. C'est un modèle de société diamétralement opposé au nôtre, dans lequel l'individu conquiert sa place en jouant des coudes et en faisant fi des sentiments des autres. Dans cette ethnie indonésienne, les individus qui ne montrent pas de honte ou qui se jouent des conventions sont considérés comme des malades, des psychopathes. Gabriel Scheidegger a découvert chez les Baras de Madagascar des expressions du visage que les Occidentaux ne savent pas déchiffrer. Les chercheurs s'interrogent. Que signifie cette bouche en cœur, par exemple? Est-ce une mine boudeuse? Non, c'est un signe de colère.
Les Bara possèdent toute une palette de nuances pour exprimer cette émotion. Pour eux, montrer sa colère et son agressivité est signe de bonne santé et gage de vigueur. Les parents organisent de petits combats dès le plus jeune âge, avec des enfants qui savent à peine tenir debout. On les met face à face. Les enfants ne savent évidemment pas ce qu'on attend d'eux. Mais dès qu'ils font mine de boxer, dès qu'ils ont un geste qui peut paraître agressif, les parents applaudissent. Et cela renforce positivement ce comportement. Encore plus étonnant, les bébés Bara ne sourient pas avant l'âge d'1 an. C'est en jouant avec les enfants plus âgés qu'ils apprennent à sourire. À l'inverse des mères occidentales, les mères Bara évitent les regards directs et ne récompensent pas chaque progrès par un sourire. Les bébés ne recherchent donc pas la performance. Leur bien-être est assuré par des contacts physiques fréquents. Depuis des années, le psychologue Manfred Olodinsky étudie l'expression des émotions chez l'enfant. C'est à l'école qu'on apprend à utiliser les mimiques ainsi qu'à dissimuler ses sentiments. À la naissance, nous possédons les rudiments de l'expression des sentiments, comme le sourire ou la grimace de pleurs. Ces expressions sont liées à des états émotionnels. Mais c'est dans l'interaction sociale avec les personnes de référence et les autres que l'enfant apprend à ajuster avec finesse son expression à la situation et aux réactions de son interlocuteur. Exemple avec Lou et son frère Max. Vont-ils réussir à simuler la joie? Deux petites voitures et une pomme de terre. Max, 4 ans, ne sait pas quelle boîte contient quoi. On lui a demandé de faire semblant d'apprécier le cadeau, même s'il tombe sur la pomme de terre. Il essaie, mais n'est guère convaincant. Il est encore trop jeune pour savoir feindre. Quand les enfants reçoivent un cadeau qui ne leur plaît pas, ils expriment tout de suite leur déception. Souvent, les parents disent alors « Mais si, regarde !» et ils soulignent l'intention positive de celui qui a offert le cadeau. Ils montrent qu'on peut réagir à cette intention, remercier et accepter le cadeau avec joie. Mais la leçon est dure à apprendre, parce qu'elle suppose de surmonter sa déception. Deux anges et une pomme de terre. Lou a 8 ans et va à l'école. Elle sait qu'avec l'expression appropriée, on peut obtenir beaucoup. Elle n'a aucun mal à feindre la joie. Pour que les enfants puissent maîtriser leurs émotions et les dissimuler, ils doivent s'entraîner. Le visage de la mère est leur miroir. Ils apprennent peu à peu à se mettre à la place d'autrui et à interpréter inconsciemment le langage du visage.
Rien n'échappe à l'agent Kelly, le détecteur humain de mensonges. Il perçoit même les sentiments dissimulés. Sherlock Holmes s'est entraîné à considérer tout ce qu'il voyait. C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle l'observation active. On ne se contente pas de voir, on cherche à observer activement quelque chose et à l'analyser. Paul Ekman s'est intéressé aux dons exceptionnels des surdoués de l'expression comme Paul Kelly. Que voit-il quand il détecte un mensonge? Les magiciens de la vérité, les Mozart de la détection de mensonges ont un véritable don. Mais ça n'a rien de surnaturel. Quand on leur montre des vidéos, ils nous indiquent des éléments qu'on a déjà repérés et analysés. Mais d'où leur vient cette science innée? On l'ignore. Paul Ekman a scruté en compagnie de Paul Kelly des visages filmés au ralenti. C'est ainsi qu'il a fait la découverte majeure de sa carrière, l'existence de micro-expressions. Il s'agit d'expressions qui durent moins d'1 seconde et qui révèlent nos véritables émotions. Il faut une grande concentration pour les percevoir. La joie, en une fraction de seconde. La colère, en un éclair. Une fois qu'on a appris à percevoir les micro-expressions, on en voit tous les jours. Les micro-expressions, ici au ralenti, échappent à notre contrôle. Elles trahissent nos véritables sentiments. D'après Paul Ekman, elles indiquent que la personne observée a des choses à cacher. Ekman affirme qu'avec un peu d'entraînement, tout le monde peut devenir un magicien de la vérité. Il a fait fortune avec ses découvertes. À votre tour d'essayer. Était-ce de la joie? Ou du dégoût? Avez-vous perçu la peur dans ses yeux? Et la colère? Paul Ekman prend volontiers Bill Clinton comme exemple d'un mensonge flagrant. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Les micro-expressions du président américain jettent un doute sur ses déclarations. Mais il y a aussi un hiatus entre ses paroles et son langage corporel. C'est un cas intéressant. Quand j'ai vu la première fois cette déclaration, j'ai dit à ma femme, « Clinton veut être pris la main dans le sac et qu'on continue quand même à l'aimer. » Ma femme ne me croyait pas. Mais l'histoire m'a donné raison. C'était le talon d'Achille de Clinton. Son mensonge était pitoyable. Mais si cet homme brillant s'est fait prendre à plusieurs reprises, ce n'est pas un accident. Pour moi, il voulait être découvert, recevoir une bonne pensée et commer. En tout cas, contre les enquêtes d'opinion. En 1987, le dirigeant politique allemand Uwe Barschel fait espionner son grand rival. Plus tard, il niera tout en bloc. Pour la presse allemande, cela deviendra le mensonge du siècle. Über diese Ihnen gleich vorzulegenden
eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich Ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. À partir de quand une manœuvre politicienne est-elle considérée comme étant de bonne guerre? Kissinger écrit dans ses mémoires qu'entre diplomates, il est d'usage de ne pas jouer franc jeu. La dissimulation est acceptée, mais pas la falsification ou le mensonge. Si un diplomate ment et qu'il est découvert, il est grillé à vie. Jusqu'en février 2011, l'ex-ministre allemand de la Défense, Karl Theodor zu Guttenberg, était très populaire. Lorsqu'on a appris que sa thèse de doctorat était peut-être un plagiat, il n'a pas été disqualifié d'emblée. Ses partisans voulaient croire en lui, mais il n'a pas réussi à les convaincre. Für diese Stellungnahme bedurfte es keiner Aufforderung und sie gab es auch nicht. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck von mir. Sie ist über etwa 7 Jahre neben meiner Berufs- und Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden und sie enthält fraglos Fehler. Und über jeden einzelnen dieser Fehler bin ich selbst am unglücklichsten. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Les mensonges fonctionnent parce que leur destinataire ne veut pas forcément connaître la vérité et qu'il ignore sciemment les erreurs commises par le menteur. Voulez-vous vraiment savoir que votre enfant se drogue ? Ou que la personne que vous avez recommandée pour ce travail est un escroc? Ou encore que votre femme vous trompe? Oui et non. Ce sont des vérités qui font mal et on a tendance à vouloir les éviter. Sauf quand on a été formé à détecter les mensonges. Les autistes sont de piètres menteurs et voient rarement quand on leur ment. Rainer Deleu s'oriente facilement dans une ville inconnue, mais pas sur la carte physique des émotions que sont les visages. Pour lui, l'interprète, le langage des émotions est une énigme. Pourtant, il ressent les mêmes émotions que tout le monde. Il a rencontré une femme sur Internet. Mais ça n'a pas tenu parce que le langage de l'amour était trop complexe pour lui. Le dictionnaire de Paul Ekman pourrait-il l'aider à déchiffrer les visages pour nouer des liens plus étroits avec les autres? Je considère sans doute les visages comme des objets plus que comme des personnes. Ce qui m'intéresse surtout chez les autres, ce sont les connaissances qu'ils peuvent me transmettre ou que moi, je peux leur transmettre. L'échange d'informations objectives est ce que je maîtrise le mieux. Lorsqu'il s'agit d'échanges d'informations personnelles ou subjectives, ou de conversations de salon, là, je suis assez mauvais. Nous sommes de retour dans le studio de l'Université de Berlin. Samuel Finzi est un comédien célèbre en Allemagne. Aujourd'hui, il interprète une multitude d'émotions pour les autistes. Dans une série policière allemande intitulée Fleming, il joue le rôle d'un psychologue capable de décrypter tous les sentiments et tous les mensonges. Il maîtrise aussi l'art du flirt à la perfection. La preuve. Les autistes ont énormément de mal à flirter. Le flirt est plein de mimiques subtiles et de sous-entendus. Il faut comprendre ce que l'autre veut vraiment exprimer quand il dit certaines choses. Il est rare qu'on verbalise explicitement ce qu'on veut, surtout dans le flirt. Quand on ne se connaît pas et qu'on n'a que le langage corporel et les expressions du visage pour déchiffrer l'autre, l'autiste est perdu. Rainer s'intéresse au savoir que possèdent ses semblables.
Pour y accéder, il a besoin d'apprendre le langage non verbal des sentiments. Premier exercice, les puzzles. Il faut retrouver l'émotion exprimée par les yeux dans l'une des bouches. Ses lèvres expriment-elles du dédain, de la moquerie, de la tristesse? Difficile à dire, même pour un non-autiste. Ces choses que l'on sait d'instinct deviennent très compliquées quand on se met à y réfléchir. Les autistes ont du mal à se concentrer sur les yeux. Quel regard correspond à cette bouche? Ses yeux sont-ils rieurs? Le but de ces exercices est de stimuler dans le cerveau les connexions neuronales impliquées dans la reconnaissance des visages. L'analyse du regard permet de voir ce que le sujet observe. Ce sont les zones colorées sur les photos. Chez le sujet autiste, à droite, l'attention est moins centrée sur les yeux que chez le sujet normal. L'analyse du cerveau chez les autistes montre également un dysfonctionnement de la région responsable de la reconnaissance des visages. Les exercices permettront peut-être une amélioration. L'analyse du cerveau pourrait aussi ouvrir de nouvelles perspectives dans les enquêtes judiciaires. Cette vidéo montre les auteurs des attentats du 7 juillet 2005 à Londres. Et si les caméras permettaient un jour de repérer des terroristes avant qu'ils n'agissent sur la base de leur micro-expression? La peur des attentats a ouvert un débat sur les nouvelles méthodes de surveillance. Les forces de l'ordre américaines sont formées à la méthode Ekman, sans grand résultat. Malgré cela, plusieurs pays songent à introduire un contrôle des mimiques. Certains s'insurgent contre ces méthodes et dénoncent le risque de dérive. Ils craignent que de nombreux innocents ne soient soupçonnés à tort. Mais d'autres imaginent déjà l'étape d'après. John Dylan Haynes est un chercheur allemand en neurosciences. Son rêve, lire dans les pensées pour repérer les intentions criminelles. Il travaille sur un détecteur de mensonges totalement objectif et infaillible. Son principe, lire directement dans le cerveau des personnes suspectes. Pour la petite histoire, j'étais à Londres au moment des attentats. C'est cela qui m'a donné envie de savoir si on pouvait détecter dans l'activité cérébrale d'un individu qu'il a été, par exemple, dans un camp d'entraînement terroriste. Le cerveau d'un terroriste passé par un de ces camps devrait reconnaître certains éléments caractéristiques qu'il a vus là-bas. Les lieux visités par un individu laissent-ils des traces dans le cerveau que l'on peut retrouver toute sa vie durant? L'équipe de Haynes a fait le test avec une sorte de jeu vidéo. Les sujets visitent virtuellement des maisons et s'imprègnent de ce qu'ils voient. L'objectif à terme est de confondre des criminels. Il suffirait de leur montrer des images des lieux de leurs crimes et de mesurer leur réaction neuronale. Est-ce de la pure science-fiction ou le détecteur de mensonges de demain? Pour savoir si quelqu'un ment, on peut l'interroger. Étais-tu sur les lieux du crime?
Avais-tu une arme? Mais on peut aussi regarder directement dans son cerveau. Si un cerveau voit quelque chose qu'il a déjà vu, qu'il connaît déjà, ou dont il a déjà eu besoin pour réaliser une action, il présente alors des caractéristiques déterminées, des signatures dans le cerveau que l'on peut reconnaître. On montre au sujet des vidéos de lieux connus et inconnus, puis on mesure l'activité de son cerveau. Le sujet ne peut pas agir consciemment sur la zone impliquée dans la reconnaissance de lieux. Il est plus facile d'examiner cette zone que de chercher d'hypothétiques signes de mensonge dans le cerveau. Il n'y a pas de centre du mensonge dans le cerveau. C'est une fonction trop complexe pour cela. Elle implique des zones du cerveau liées à l'imagination et à la création, parce que le mensonge demande d'inventer des choses. Mais elle implique aussi des zones liées à l'inhibition, parce que le mensonge suppose aussi de taire la vérité et de refouler ses souvenirs. Deviner les pensées d'un individu d'après son activité neuronale est très compliqué. Il faut d'abord savoir à quoi ressemble l'activité du cerveau lorsqu'on reconnaît un lieu. Ensuite, il faut entraîner l'ordinateur à repérer ce schéma. C'est comme un puzzle de 1000 pièces d'un paysage marin, tout en dégradé de bleu. Mais le détecteur neuronal de mensonge fonctionne. Quand le sujet reconnaît un lieu, toutes les zones du cerveau liées au but et aux intentions s'allument. Inutile de nier, votre cerveau vous a trahi. Ce serait génial si dans les aéroports on pouvait contrôler en quelques instants si un passager a l'intention de faire exploser un avion. Mais je ne pense pas que cela soit possible dans les prochaines années, parce que les intentions criminelles d'un terroriste peuvent être de nature très variée. Ça peut être une bombe, un pistolet, une prise d'otage, etc. Il faut donc explorer de manière cible. Et pour l'instant, ce n'est pas évident. Pour savoir si un suspect a été dans un camp d'entraînement, il faudrait déjà posséder des photos de ce camp. Mais si ces images n'existaient que dans l'imagination du suspect? Alors comment déceler les intentions d'un individu? Paul Ekman aussi cherche à repérer les assassins potentiels avant qu'ils n'agissent. Les services secrets m'ont donné un film présentant 110 tentatives d'assassinat. Ça a été mon premier élément pour concevoir une méthode d'identification des meurtriers potentiels. Dans certains cas, j'ai pu repérer la personne avant qu'elle n'agisse. Dans un second temps, j'ai interrogé des gardes du corps qui avaient réussi à identifier un meurtrier avant qu'il ne frappe. Je leur ai demandé quels détails avaient retenu leur attention. Donc, je ne suis pas parti de rien. Grâce à ce film sur les tentatives d'assassinat, j'ai pu étudier des cas concrets. J'ai interrogé des gens qui avaient réussi à repérer un criminel avant qu'il n'agisse. Ce visage a longtemps été une énigme pour le monde entier. Peut-on y déceler une intention? Est-ce la figure du mal? Que nous dit réellement ce visage?
Attention, ce n'est pas parce qu'on détecte une micro-expression qu'on sait ce qui provoque cette émotion chez la personne. Il y a beaucoup de gens dans les aéroports qui sont énervés, stressés ou en colère, et qui regardent les contrôles de sécurité avec un air de mépris pour mille et une raisons. Les micro-expressions sont un indice à prendre en considération, mais elles ne disent rien sur les pensées des gens. Rainer Deleu parvient de mieux en mieux à reconnaître les visages et les émotions d'autrui, même s'il se sent encore comme un martien parmi ses semblables. Beaucoup et assimile une masse importante de données. Mais le secret des mimiques ne s'apprend pas dans les livres, même aujourd'hui. L'aptitude à percevoir les émotions d'autrui est un don de la nature, que nous appelons intuition. Certains êtres sont particulièrement doués dans ce domaine. Ce sont les magiciens de la vérité. Ils perçoivent des micro-expressions d'une fraction de seconde. Mais les pensées d'autrui leur restent inaccessibles. Car en dépit des découvertes de Paul Ekman et du détecteur neuronal de mensonges, nous sommes encore loin de pouvoir lire dans les autres comme dans un livre ouvert.